Ce débat, dans un contexte un peu particulier cette année, un débat que nous avons choisi de consacrer à la relance et au retour de l'État stratège, particulièrement dans le domaine de notre industrie et de notre politique industrielle. Alors la dernière actualité, c'est que l'État a mis sur la table un plan qui se veut à la hauteur d'une crise historique, 100 milliards d'euros, soit 4 fois plus que durant la crise de 2008, un plan sur 30 ans qui vise, je cite, à transformer la façon dont nous produisons. La crise sanitaire que nous vivons encore et les pénuries qu'elle a engendrées ont révélé la nécessité de rebâtir notre industrie, une industrie laminée par 30 ans de néolibéralisme, entraînant des entreprises industrielles dans une course à la baisse des coûts de fabrication, fragmentation des chaînes de production, multiplication de la sous-traitance, production souvent bien loin des zones de consommation. En somme, l'absence d'une véritable politique industrielle et une vision sur le long terme, articulée à une politique européenne forte en la matière, font aujourd'hui cruellement défaut. Donc face à cette crise, l'État n'a pas tellement su anticiper ou n'a pas pu anticiper. Depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour célébrer le grand retour de l'État dans la vie économique de l'après-Covid. Jusqu'ici, le gouvernement a su jouer son rôle en permettant aux entreprises de survivre, en mettant en place des mesures d'urgence efficaces, chômage partiel, prêts garantis d'État, mais tout reste à construire. Et l'idée d'une planification industrielle semble, à la lueur de cette crise que nous avons vécue, avoir retrouvé ses lettres de noblesse. Elle est par exemple illustrée par la remise en selle d'un commissariat au plan récemment. Mais outre les intentions, est-ce que l'État a encore les capacités de redevenir stratège pour impulser quel modèle de développement et comment? C'est les grandes questions que nous allons nous poser là pendant 1h30. Et pour y répondre, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Roland Lescure. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, président de la Commission économique de l'Assemblée nationale. Monsieur Taylan Koskoun, vous êtes conseiller régional communiste d'Île-de-France. Et Sébastien Ménesplier, vous êtes secrétaire général de la Fédération CGT des mines énergie. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Roland Lescure. Votre gouvernement table pour la relance sur une politique de l'offre, une politique basée essentiellement sur la fiscalité, sans vraiment exiger de contrepartie de la part des entreprises. Pourtant, les plans de suppression de postes dans l'industrie se poursuivent, s'enchaînent, et la crise semble, pour certains groupes, une véritable aubaine. On pense à Airbus, à Verallia, et encore ce matin à General Electric avec l'annonce de 768 licenciements. Est-ce que la seule confiance sur laquelle le pouvoir semble miser est-elle en mesure d'empêcher une nouvelle vague de désindustrialisation? Merci, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Bon, on n'est que des hommes sur la scène, mais on est interrogé par 2 femmes. Donc au moins, si la parité n'est pas respectée, au moins on a un peu de diversité. Merci pour votre question, pour mon introduction qui est très complète. On est dans une période extrêmement difficile. Et donc oui, la confiance est importante. En fait, c'est une condition nécessaire pour tenter de repartir de l'ornière dans laquelle on est, de s'en sortir. Elle n'est pas suffisante. On a quand même 100 milliards d'euros qui sont budgétés pour ce plan de relance, qui suivent, vous l'avez dit, un peu plus de 400 milliards d'euros de prêts garantis de l'État, de chômage partiel, de fonds de solidarité, qui ont essayé d'aider les entreprises à passer cette crise d'un genre commun. Est-ce que la confiance suffit? Non. Mais pour moi, quand même, ce qui est essentiel, c'est de passer dans les mois qui viennent d'une gestion de la crise au quotidien. Les Françaises et les Français, les chefs d'entreprise, les salariés, pendant 8 mois, ils se sont demandé, est-ce que demain j'ai un job? Est-ce que demain je vais au travail? Est-ce que je peux prendre le métro? Est-ce que mes enfants iront à l'école? Est-ce que j'ai assez de masques? À une période où il faut pouvoir donner de la perspective aux Françaises et aux Français. Pour ça, il faut qu'on ait des entreprises. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui risquent de mettre la clé sous la porte. Vous dites, il y a des effets d'aubaine. Je ne pense pas qu'Airbus aujourd'hui soit dans les entreprises qui vont bénéficier d'effets d'aubaine. Il n'y a pas d'avions qui décollent, donc il n'y a pas d'avions qui sont construits, donc il n'y a pas d'avions qui sont commandés. Donc on a besoin d'avoir des entreprises en vie. On a besoin d'avoir des salariés, soit qui travaillent, soit qui sont en formation pour préparer les métiers d'avenir. Pour moi, c'est essentiel. On a besoin de former la France aux métiers du 21e siècle. Et ça fait partie du plan de relance qu'on a dessiné et qu'on va voter bientôt à l'Assemblée. Et on a besoin, si je puis dire, de profiter de cette crise pour transformer la manière dont on produit. On y reviendra sans doute. Transition écologique, fracture territoriale et fracture sociale. Donc ça, c'est les 3 objectifs majeurs de ce plan de relance. Vous dites qu'il n'y a pas de contrepartie dans les mesures qui sont annoncées. Il y en a. Elles ne sont peut-être pas suffisantes. Et le débat parlementaire permettra d'en débattre. Mais par exemple, quand vous mettez 7 milliards dans l'emploi des jeunes,
ben, si l'entreprise n'emploie pas de jeunes, elle n'a pas d'aide. Quand on dit on met là aussi près de 7 milliards dans la transition énergétique des logements, ben, si vous n'isolez pas votre logement, vous n'avez pas d'aide. Donc il y a déjà une bonne partie des aides qui sont envisagées dans ce plan de relance, qui sont en fait conditionnées à des résultats. Ce qui est vrai, c'est que les baisses d'impôts de production, 20 milliards sur 100, donc c'est quand même pas la totale, pour nous en tout cas, doivent faire l'objet d'absence de conditionnalité pour que toutes les entreprises puissent en profiter. L'enjeu majeur, c'est de s'assurer qu'on ait des entreprises en vie et qu'elles puissent se développer. Et ça, on sait bien que les impôts de production, étaient un des défis majeurs auxquels elles faisaient face. Alors, Thailand Koskun, souvent réindustrialiser passe par les territoires, à même de créer, maintenir et faire évoluer l'écosystème territorial, composé de notre tissu industriel, des services publics et des compétences nécessaires au développement. Estimez-vous que les régions, qui sont quand même les collectivités, mais les régions parce qu'elles sont chefs de file sur les dimensions économiques, ont aujourd'hui les moyens pour relever ce défi? Oui, merci beaucoup pour cette question et je joins ma voix à celle de mon collègue donc pour vous remercier de votre participation ainsi que l'ensemble des intervenants. Alors, tout d'abord, je voulais dire 2 mots concernant le titre qui a été choisi pour le colloque, le retour ou pas de l'État stratège. Moi, je pense que l'État n'a jamais abandonné ce rôle de stratège, puisqu'il y a des choix stratégiques qui ont été mis en place pendant des décennies, qui ont donné lieu à des actions de l'État, à des choix budgétaires qui ont été opérés, aussi bien au niveau de l'État français qu'au niveau de l'Europe. Parfois, dans les discussions, on entend une idée reçue que l'Europe n'aurait pas de stratégie industrielle. L'Europe a une stratégie industrielle. L'Europe se prononce sur des groupements d'entreprises ou pas, sur les aides qui doivent être apportées sur telle ou telle filière ou pas. Et dans la dernière période, il est même question qu'au niveau de l'Europe, on réfléchisse à des outils qui empêchent, par exemple, les subventions de pays comme la Chine ou d'autres sur les entreprises européennes. Donc, à voir ce qui a été présenté comme étant une autonomie stratégique européenne par la présidence du Conseil européen. Donc, l'État a, aussi bien au niveau des pays qu'au niveau de l'Europe, donc de l'Union européenne, a eu des stratégies. Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ces choix stratégiques? C'est là où le sujet commence réellement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ces choix, leur pertinence, les résultats qui ont été obtenus jusqu'à aujourd'hui? Le plan de relance actuellement donc annoncé par le gouvernement fait suite à un plan de relance européenne qui a été travaillé et qui a donné des résultats au mois de juillet à partir de la rencontre des chefs d'État. Auparavant, je me suis un peu penché aussi là-dessus, le plan de relance, ou en tout cas des mesures qui ont été proposées le 28 mai dernier par le MEDEF, qui faisait référence à toute une série de réflexions, d'études et de prospections antérieures qui dessinaient d'ores et déjà les mesures qui sont aujourd'hui annoncées par le gouvernement. Donc, une stratégie qui reprend toute une série d'éléments structurants d'une politique d'aide, moi je partage plutôt, sans réelle contrepartie en direction des entreprises, ne fait que, dans cette période, se renforcer, prendre de nouvelles dimensions et risque d'amener au même résultat que ce qui a été auparavant, dans la période précédente, tenté par différents gouvernements, c'est-à-dire l'État stratège, en réalité,
réduit quelque part son rôle à simplement apporter les moyens financiers aux entreprises sans forcément demander ni les moyens de contrôle de l'efficacité des actions ainsi subventionnées, ni leur impact en termes d'emploi réel sur le territoire. Je disais, l'État est stratège, l'Europe est stratège, les régions le sont tout autant, avec les mêmes contradictions. Je suis élu de la région Île-de-France, donc la région capitale, dirigée par Madame Valérie Pécresse. Madame Valérie Pécresse a une stratégie par rapport au développement économique de cette région. Et la doctrine est la même. La doctrine est la même, c'est-à-dire on choisit un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de secteurs qu'on dit être cruciaux et on amène les moyens financiers dans cette direction-là, sans se préoccuper de l'efficacité et de la pertinence de cet effort financier fait en direction des entreprises en termes d'emploi et en termes d'efficacité économique y compris. Donc, sur les territoires, il y aurait, pour répondre à votre question maintenant dans ce sens-là, beaucoup à faire. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait une vraie approche de plan. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une approche de plan? Faire un plan, c'est d'abord avoir des éléments d'information et d'évaluation du sujet, donc économique et industriel, fiables, partagés, contradictoires. Avoir ensuite un certain nombre d'hypothèses, d'élaboration d'actions qui soient en lien avec ces éléments-là, et enfin de pouvoir choisir des plans qui sont réalisables. Aujourd'hui, on marche à l'envers, c'est-à-dire on présente d'abord, voilà le plan qui doit se faire, qui doit s'exécuter, ensuite on le justifie avec des éléments que l'on vient coller aux décisions qui ont déjà été prises par ailleurs. Oui, merci beaucoup. On reviendra de toute façon sur toutes ces questions, notamment est-ce qu'un État stratège peut se résumer au versement d'enveloppes budgétaires pour aider tel ou tel secteur temporairement? Je vois que Roland Lescure, vous êtes d'accord pour répondre à ça. Mais avant, Sébastien Ménespillier, vous êtes syndicaliste dans un des secteurs qu'on dit stratégique et qui l'est, celui de l'énergie, un secteur essentiel à la transition écologique. Vous avez vécu dans votre secteur le désengagement de l'État, la libéralisation du secteur. Si on prend par exemple l'énergie, comment l'État pourrait-il redevenir stratège? Quand on parle d'État stratège, ça signifie quoi dans le secteur qui est le vôtre? Bonjour à tout le monde et puis merci pour l'invitation. Ça nous permet pour la Fédération de pouvoir exprimer dans la période en effet les enjeux en matière de politique énergétique et justement de stratégie. Et si l'État a bien une stratégie dans sa politique énergétique, force est de constater que nous, à la Fédération, on ne la partage pas du tout. On a une vision qui est plutôt attachée aux solidarités qui ont été développées quand même depuis des décennies et pour lesquelles on considère que ça a du sens dans une stratégie et une politique énergétique. Mais on s'aperçoit surtout que l'État, finalement, il est dépendant aujourd'hui des directives européennes qui s'appliquent sur son territoire et qui ont des conséquences dramatiques tant pour les usagers, nos concitoyens et les salariés du secteur énergétique. Être garant, un État stratège, il faudrait d'abord qu'il soit garant finalement de ce qu'il a pu construire. Et force est de constater que le service public de l'électricité et du gaz, aujourd'hui, n'est pas du tout compris dans le plan de relance que le gouvernement a proposé. Et j'y reviendrai en donnant des exemples concrets. Et donc, en effet, la libéralisation du marché, l'ouverture à la concurrence et donc l'impact de ces directives européennes appliquées sur nos territoires ont des incidences dramatiques pour les usagers. Augmentation des tarifs de gaz à plus de 80% depuis les années 2000 et 35% pour l'électricité. Pour les salariés, c'est malheureusement une perte de leur garantie collective appelée statutaire, puisque agents de service public, ils sont aujourd'hui soumis dans leur contrat de travail à un statut, donc quelque chose qui est concret vis-à-vis du service rendu aux usagers. Alors en termes de stratégie dans sa politique énergétique,
le gouvernement a choisi de mettre 30 milliards, en répartissant, on va dire, les choses bien de manière concrète. Sauf que ce que l'on voit, nous, c'est que dans la concrétisation de cette répartition des 30 milliards, il n'y a rien pour le service public et rien pour les entreprises qui le font vivre. Je prends par exemple EDF, qui vit une période malheureusement compliquée. Certes, il y a la pandémie, mais pas que, hein. Je ne reviens pas sur ce que je disais sur la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz et les impacts donc pour l'entreprise de service public. Et aurait besoin d'un soutien beaucoup plus fort de l'État que ce qu'il a mis aujourd'hui dans les 30 milliards pour la relance comment dire, qui est proposée. Et EDF, par exemple, aurait naturellement besoin d'un État stratège qui garantit un service public pour ses usagers, mais aussi donc, pour l'ensemble des concitoyens, parce que EDF est une entreprise qui a besoin de se développer. Lutter contre le réchauffement climatique et avoir une politique ambitieuse de transition énergétique, c'est donner les moyens à son entreprise de service public de pouvoir se développer et justement faire en sorte que demain, avec ses salariés et pour les concitoyens, ils luttent contre le réchauffement climatique. Or, qu'est-ce qui se passe? Les énergies renouvelables, avec l'argent public, finalement, on a tout placé vers des entreprises privées. C'est super, hein? Ah si. Pour le coup, EDF, s'il veut investir dans les énergies renouvelables, eh ben, en effet, il faut qu'il se débrouille tout seul et l'État ne lui apporte pas du tout d'aide. Donc, dans sa stratégie, pour le coup, nous, ça nous semble un peu quand même compliqué en termes d'ambition. Et puis, par exemple, nous, dans le plan de relance, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui va finalement être demain positionné pour les salariés. Parce qu'en effet, la politique d'aide aux entreprises sans contrepartie, ça pose question, mais aider les entreprises pour relancer l'économie, c'est peut-être nécessaire. Mais les salariés, qu'est-ce qu'on leur donne, eux, pour relancer leur pouvoir d'achat et permettre justement à l'économie du pays de pouvoir repartir? Eh bien, écoutez, sur cette partie-là, nous, on ne voit pas grand-chose. Par contre, on aurait pu permettre à une entreprise comme Électricité de France de pouvoir relancer des filières industrielles qui développent des emplois, de nouvelles compétences. Je prendrai un exemple. La filière industrielle du nucléaire, une énergie qui produit donc une production décarbonée. Certains disent même une énergie verte. Je ne veux pas faire la provocation, mais certains disent une énergie verte. Eh bien aujourd'hui, rien n'est prévu pour relancer la filière, alors qu'on a prévu de fermer 14 réacteurs d'ici 2035, parce qu'on veut baisser la production. Mais fermer des réacteurs, ça veut dire supprimer des emplois. Par contre, on n'a pas prévu de pouvoir relancer la filière industrielle, parce qu'il faudra fermer, certes, mais on a besoin d'énergie pilotable dans ce pays. Donc, créer et donc investir dans de nouveaux réacteurs, nouvelles générations, qui permettront de développer des emplois et des nouvelles compétences dont la filière a vraiment besoin. Même actuellement, d'ailleurs, pour son parc en exploitation, on aurait besoin de retrouver des métiers dits stratégiques, et pourtant que certains croiraient qu'ils ne le sont pas. Je prends un exemple, des soudeurs, des chaudronniers. Eh bien, peut-être qu'on aurait pu permettre à une entreprise du service public de lui donner les moyens, ne serait-ce que par l'apprentissage, par exemple, de former des jeunes à se développer dans ces métiers. Voilà. Donc, un peu en colère, vous l'aurez compris, en tant que syndicaliste, vis-à-vis de ce plan de relance et d'un État stratège garant quand même d'un service public et des orientations en la matière. Donc, notre fédération, on est porteur d'une autre stratégie, et notamment d'un programme progressiste de l'énergie qui vient contrecarrer la programmation pluriannuelle de l'électricité que le gouvernement a décidé il y a quelques mois avec l'ancienne ministre Elisabeth Borne, devenue ministre du Travail. Merci beaucoup Sébastien. On reviendra de toute façon sur l'après, l'avenir et Roland Lescure, je vois que... Allez-y. Je brûle de réagir. Allez-y. Je peux? Bon. Puis je veux réagir, mais je veux surtout pas polémiquer, parce que je pense que dans cette période exceptionnelle, on a besoin de tout le monde.
Donc je ne fais pas partie des gens qui opposent, par exemple, les syndicats et les dirigeants d'entreprise ou les régions et l'État. Je pense qu'on va avoir besoin de tous les paliers de gouvernement. Et vous l'avez dit, les régions vont jouer un rôle essentiel dans cette relance. Et on a besoin, je pense, de parler avec tout le monde. Peut-être pas seulement de parler avec tout le monde, d'écouter et d'entendre tout le monde. Il y a des choses dans ce que vous avez dit, notamment sur les métiers qui étaient considérés comme des métiers du passé, qui sont en fait des métiers d'avenir, qu'il faut à la fois revaloriser et former. Mais je voudrais quand même réagir à 2-3 choses qui ont été dites. D'abord, c'est vrai que l'État et l'Europe ont un rôle important dans la planification. C'est vrai que depuis plus de 10 ans, on détruit de l'emploi dans l'industrie en France quasiment tous les trimestres. Sauf quand même, on peut le reconnaître, depuis qu'on a été élu. C'est en partie lié à la conjoncture, la croissance était bonne, mais en partie parce qu'on a eu une démarche volontariste de réindustrialisation. C'est quelques milliers d'emplois. Mais on a mis en place une politique qui s'appelle territoire d'industrie, que vous connaissez sans doute, en accord d'ailleurs avec les régions, les départements et les maires, pour recréer de l'emploi industriel dans les territoires. Et ça avait commencé à marcher. Il va falloir changer de braquet pour continuer. Sur l'énergie, l'État a une stratégie. Pour la première fois, on a voté une programmation pluriannuelle de l'énergie au Parlement. J'en sais quelque chose puisque c'était dans ma commission, vous l'avez dit avec Elisabeth Borne, il y a un peu moins d'1 an. Et d'ailleurs, le Parlement souhaite renforcer son contrôle sur cette loi, puisque à la prochaine, il y aura une loi et une programmation pluriannuelle qui, dans ses détails, sera votée par le Parlement. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a pas aidé EDF ces dernières années quand même, parce que vous le savez aussi bien que moi, il y a eu des recapitalisations. EDF avait souffert de politiques passées qui ont fait que l'État, donc le contribuable, donc les Françaises et les Français, ont mis beaucoup d'argent dans EDF. Deuxième point. Les métiers d'avenir. Je ne fais pas partie des gens qui sont anti-nucléaire. Je suis convaincu que le nucléaire fait partie de la solution d'une production et d'une distribution d'électricité durable et verte. Je rejoins votre provocation. Mais attention, on a besoin de diversifier. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le panier nucléaire. Et surtout, on a besoin de montrer que le nucléaire moderne, ça marche. Et là, vous n'êtes pas pour grand-chose, hein. Mais il faut reconnaître que l'EPR de Flamanville, malheureusement, en partie pour ce que vous disiez d'ailleurs, parce qu'on avait insuffisamment de soudeurs et de monteurs et autres, en partie parce qu'il y a eu des erreurs de gestion de projet. Pour l'instant, l'EPR de Flamanville, c'est des délais et des milliards d'euros en trop. Donc, ça a été dit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on va fermer un certain nombre de centrales pour diversifier les sources d'énergie et on va essayer de développer des nouveaux EPR à condition qu'on soit capable de livrer le premier en France. Il y en a un qui a été livré en Chine, mais en France, pour l'instant, on n'a pas montré que ça marche. Donc moi, je suis pour le développement du nucléaire du 21e siècle. Je suis pour la diversification des sources d'énergie en faisant plus d'alternatives, plus d'éolien, plus de solaire. Et tout ça, évidemment, au prix de formation pour créer des nouveaux jobs et d'électricité qui, j'espère, va être moins cher. Mais bon, moi, je suis en politique depuis 3 ans, donc je ne souhaite pas être comptable de tout ce qu'on a fait depuis les années 80. Même si je suis évidemment tout à fait responsable de ce qu'on a fait depuis 3 ans. Et juste pour préciser, sur la sacralité de certains secteurs dits stratégiques, avec des grosses entreprises de services publics, est-ce qu'un État stratège doit différencier ou pas son aide en fonction du côté stratégique de l'industrie dont il s'agit? Oui, et en fait, ce sera le cas. Je sais qu'on ne va pas forcément être d'accord là-dessus, mais quand vous faites de l'aide à la formation, on a eu une hausse du nombre d'apprentis en France de 16% l'année dernière. Ça, c'est parce qu'on a voté une loi qui, dès le début, a dit les jeunes, les filières d'avenir, ce n'est pas seulement les filières universitaires académiques traditionnelles. Il y a énormément d'avenir dans l'apprentissage. On l'a développé, on a mis des sous. Mais ça, évidemment, alors il ne faut pas que ce soit le commissaire au plan qui décide si on a besoin de monteurs ou de soudeurs. Il faut que ce soit fait en collaboration avec les entreprises. Mais oui, l'État, il peut aider à la formation dans des métiers d'avenir. La programmation informatique. On a aujourd'hui un taux de méconnaissance de l'informatique très important en France. Il faut qu'on forme nos jeunes à l'informatique. Donc oui, l'État peut aider là-dessus. Je ne suis pas un fervent partisan d'un fonctionnaire derrière chaque apprenti ou un fonctionnaire derrière chaque syndicaliste. On a besoin, dans ce fameux commissaire au plan qu'on réinvente, de tracer des grandes lignes. Et ensuite de responsabiliser les acteurs, là aussi on ne sera peut-être pas d'accord, sur le terrain. Mais oui, l'État stratège a un rôle à jouer dans la formation de la main-d'œuvre. Et plus que
là-dessus, là aussi, on ne sera peut-être pas d'accord. Les entreprises de services publics seules, c'est les enjeux de services publics qu'il faut traiter, qui parfois vont être traités par des entreprises nationales quand on est dans des secteurs stratégiques, et l'électricité nucléaire en fait partie, et d'autres qui peuvent être livrés par des entreprises qui ne sont pas des entreprises nationales, mais qui font quand même du service public. Il y en a plein ici aujourd'hui. Taylan Koskoun voulait réagir avant qu'on aborde un autre sujet qui sera en lien forcément, mais à ce qui a été dit soit par Sébastien Ménez-Pilier ou Roland Lescure. Oui, juste 3 points. Premièrement, on a tous en tête les déclarations qu'avait fait en son temps Premier ministre Jospin en disant que l'État ne peut rien sur la vie économique. On en est loin aujourd'hui en réalité sur ce constat-là. Et on peut constater face à une crise comme celle que nous traversons, eh bien, cette doctrine qui a traversé quelques décennies, qui ne correspondait pas, comme je le disais en introduction, à la réalité, puisque l'État fait beaucoup pour l'économie en réalité, eh bien aujourd'hui, dans les différents plans de relance qui sont proposés, notamment au plan européen, on parle de demande de dérogation en matière d'aide publique aux entreprises pour les États. Donc, on en est loin, c'est-à-dire on est en train de dire que l'État peut et l'État fait. Ça, c'est un premier acquis important. Deuxième sujet, c'est comment le faire en réalité, puisque je me suis permis de le dire que simplement investir sans s'occuper du reste des fonds n'est pas, à notre avis, la bonne façon de faire. Il faut, à un moment donné, s'occuper d'une réflexion qui parte des besoins réels des territoires, des habitants, pour pouvoir y apporter des réponses d'efficacité économique, sociale et écologique. Les 3 aspects à la fois. Du coup, je pense que sur ces grandes questions énergétiques, sur ces grandes questions d'eau, par exemple, ou d'autres types de besoins qui sont fondamentaux, qui font le pays, il faut que l'État aille plus loin que simplement apporter de l'aide aux entreprises privées. On a parlé, et mon ami Sébastien Ménez-Pilier l'a touché, la question d'un grand service public concernant les questions énergétiques, un grand service public concernant les questions de l'eau, par exemple, ouvre des espaces d'intervention stratégique de l'État dans des domaines cruciaux pour le pays. Et là, on peut même, je pense, ouvrir la possibilité d'une réflexion vers un service public avec un pôle public, c'est-à-dire qui n'exclut pas simplement directement l'initiative privée, mais que l'État soit garant d'une manière effective, réelle, du rendu de ces services-là en direction de la population. Et se pose, 3e point que je veux souligner, se pose la question évidemment de la manière dont les moyens sont mis à ces objectifs-là. Là, il y a une difficulté sur laquelle il faut qu'il y ait un débat. C'est comment, de la Banque centrale européenne jusqu'aux différents centres d'intérêt financier, comment la souveraineté des États ainsi que la souveraineté des peuples peuvent se mêler de la manière dont cet argent-là est utilisé. Aujourd'hui, à l'occasion de la crise du Covid et de la crise économique et sociale qui est devant nous, cette question-là est de plus en plus à l'ordre du jour. Mais justement sur cette question-là, on parle beaucoup de l'État stratège. On sait en fait finalement que les personnes qui sont à la tête des États, elles sont dépendantes des élections. Donc est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, Sébastien Ménez-Pilier, une intervention des salariés qui permettent une continuité de la stratégie de l'État, parce que en fait sinon on est dépendant de chacune des élections, ça change d'année en année. Or la réponse, c'est une nécessité de répondre aux besoins.
enfin, il y a cette question-là et cet enjeu, c'est-à-dire les pouvoirs, il faut qu'ils soient acquis et quels sont les contre-pouvoirs, en fait, finalement, des plans qui sont mis en avant. Oui, parce que c'est vrai que bon, j'ai noté la volonté de tous autour de la table, et je pense que c'est normal d'ailleurs, je veux dire qu'on ne soit pas d'accord sur les orientations ou les stratégies, mais s'opposer quand finalement, pour la planète, on veut toutes et tous lutter contre le réchauffement climatique, et que derrière on se dote d'une politique ambitieuse ou une stratégie ambitieuse, voilà, après on peut ou pas ne pas être d'accord dans la stratégie, mais en effet, je pense que fondamentalement, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il nous faut lutter contre le réchauffement climatique et donc se doter des moyens ambitieux pour la transition énergétique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un État stratège, il doit donner l'accès et le droit à l'énergie à tout le monde, parce que l'énergie, c'est un besoin vital. Sans énergie, malheureusement, j'aurais tendance à dire, on ne fait pas grand-chose. Hein. Et ça, pour moi, ça doit être le fil rouge, finalement, qui accompagne la stratégie. Et dans le plan de relance, vis-à-vis aujourd'hui du droit et l'accès à l'énergie, il y a l'isolation de l'habitat, qui est important, hein, mais bon, malgré tout, je dirais, les aides qui pourraient être apportées demain, ça nécessite en effet le contrôle. Et moi, je pense que le contrôle, il faut qu'il soit démocratisé. C'est-à-dire qu'on a besoin des élus de proximité nationaux, donc des élus politiques. On a besoin des représentants des salariés. On a besoin, pourquoi pas, des usagers, des concitoyens. Et bien entendu, de ceux qui détiennent aussi les capitaux, donc les employeurs, les directions. On a besoin aujourd'hui de faire évoluer ce modèle qui décide de la répartition et qui décide des stratégies. Alors, c'est certainement ambitieux, mais je trouverais juste qu'on fasse évoluer cette manière de voir comment dire, de décider des stratégies demain. Et puis, juste quand même, parce que je ne veux pas ne pas répondre à la question, mais je pense que c'est important. Par exemple, en termes de stratégie, je vais donner pour moi un exemple concret qui me permet de dire qu'un État stratège, c'est aussi un État qui tape du poing sur la table vis-à-vis de l'Europe et qui défend sa souveraineté. Les concessions hydroélectriques, mise en demeure aujourd'hui de Bruxelles parce qu'elle considère qu'en France, l'État n'a pas assez organisé la concurrence dans la gestion des barrages hydroélectriques. Il considère qu'EDF a une mainmise aujourd'hui sur la gestion des barrages trop importante. Il y a quand même la Compagnie nationale du Rhône et l'HM. Ben écoutez, quand même, l'hydroélectricité, c'est une énergie verte. C'est une énergie qui, d'ailleurs, aujourd'hui, s'inscrit totalement dans un programme de politique énergétique et de transition énergétique. Et d'ailleurs, on a plein encore de dossiers à la CGT qui sont dans des cartons ou qu'on a apportés mais qui n'ont pas été malheureusement entendus pour développer de nouveaux barrages. Bon, ça c'était le petit aparté. Cela étant, je veux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous considérons que le gouvernement ne tape pas assez du poing de la table pour défendre aujourd'hui la gestion des barrages hydroélectriques. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord. Cela étant, quand même, la situation elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire que la mise en demeure, elle est toujours d'actualité, parce qu'il n'y a pas de solution de trouver, mais l'Europe exige de l'État français d'ouvrir encore plus sa concurrence et donc de brader, j'aurais tendance à dire, des barrages au privé. Mais nous, on ne le souhaite pas. Et j'espère qu'on sera suivis, que les choses elles évolueront dans notre sens. En attendant, pour l'instant, les choses sont statu quo. Alors Roland Lescure, je vous vois hocher de la tête. Ah oui, là je boue. Non mais c'est un sujet que je connais bien parce que là aussi il est traité dans ma commission et vous avez plein d'alliés dans ma commission parce que sur tous les bancs les gens sont contre. Et la réalité c'est que vous l'avez dit, pour l'instant on a le statu quo, c'est-à-dire que l'État français a peut-être pas tapé du poing sur la table, mais il a répondu régulièrement à la commission qui ne souhaitait pas faire face à ces injonctions. Donc pour l'instant vous avez eu gain de cause et c'est grâce à l'État français. Donc de ce point de vue-là, reconnaissons-le, et vous avez votre lutte qui allait dans ce sens-là aussi. Moi, personnellement, sachant que l'objectif, il n'est absolument pas de vendre les barrages au privé, mais d'en éventuellement concéder la gestion à des entreprises concurrentielles,
sachant qu'aujourd'hui ces barrages sont extrêmement mal rénovés, maintenus, et il y a un défi, je pense, d'investissement très fort. Moi, je suis plutôt pour, mais je peux vous dire, je suis un peu seul à l'Assemblée, donc vous avez beaucoup d'alliés. Sur l'histoire des élections, oui, moi je me suis engagé en politique parce qu'il y avait un candidat, Emmanuel Macron à l'époque, qui disait « politique, c'est pas une carrière, c'est une expérience. On n'est pas là pour faire carrière en politique. » Et je sais que vous avez eu une vie avant, vous en aurez sans doute une après, et moi, c'est clairement le cas. On a besoin en politique de gens qui ne sont pas là pour la prochaine élection pour se faire réélire, mais bien parce qu'ils pensent qu'ils vont faire la bonne chose, même si on n'est pas tous d'accord, pour le pays, pour l'Europe, pour le monde. Pour nos enfants, accessoirement, moi, c'est ce qui m'a essentiellement conduit. Sur la gouvernance des entreprises, oui, on a besoin de davantage de représentation des salariés. On l'a voté dans Pacte, on a doublé, alors c'est pas beaucoup, on est passé de 1 à 2, mais quand même. Après la loi Pacte, dont j'étais le rapporteur général, on a doublé la représentation des salariés au conseil d'administration. Cela dit, moi je crois encore quand même que l'entrepreneur, celui qui prend son risque pour développer un secteur, une idée, une entreprise, créer de l'emploi, investir, mais il a vocation à être le pilote de l'avion. Donc oui, c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent de la cabine arrière vers la cabine avant pour leur donner leur avis sur la manière dont il doit piloter l'avion. Mais je crois fondamentalement quand même à la responsabilité des chefs d'entreprise face au développement stratégique de l'entreprise, quand ça va bien et quand ça va mal. Il faut plus de représentation au Conseil, on l'a fait. Il faut plus d'intéressement et de participation. Là, c'est pareil, je ne sais pas si on sera d'accord, mais je considère que quand l'entreprise va mal, souvent, c'est les salariés qui payent les pots. Quand elle va bien, il faut qu'on partage les résultats. Intéressement, participation, c'est très bien. Mais in fine, il y a quand même un pilote qui doit être responsable du développement d'entreprise, et ça, c'est les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Roland Lescure. Tayane Koskoun, peut-être sur cette question de la démocratisation du contrôle, démocratisation de la stratégie. On a parlé du rôle des salariés, celui des élus locaux peut-être aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre que le commissariat au plan, sur lequel donc M. Bayrou a été nommé par le président, on est dans une réflexion d'un regroupement de toute une série d'organismes qui centralisent des informations et des analyses concernant l'état économique et social ou des données environnementales. On parle de France Stratégie, de Conseil économique et social et écologique et d'autres organismes que je n'ai pas en tête. Pourquoi je dis ça ? C'est que la question de la pertinence des actions en termes de plan dépend de la manière dont ces plans sont justifiés, sur quelles données partagées ou pas, contradictoires ou pas, ces plans sont élaborés. Donc, même si le commissariat au plan n'a pas évidemment la responsabilité de l'exécution du plan en question, puisque c'est un conseil en direction du gouvernement, n'empêche, c'est un lieu qui a vocation à rassembler dans une même main des informations venant de différents horizons. Et donc, se pose la question de comment, démocratiquement, les élus, en partie les entreprises, les syndicats, les salariés, peuvent avoir accès à ce niveau où se dessinent les plans qui sont proposés. Là, il y a une difficulté. Je vais vous dire pourquoi, à partir d'un exemple très concret, local, là pour le coup territorial, en quoi c'est un sujet, cette question de l'information est importante et d'analyse des choses. En Ile-de-France, tout le long du mandat, j'ai représenté notre groupe à la commission du logement. Il y avait un débat à prétention idéologique, en réalité extrêmement ancré dans les réalités, sur comment la région oriente ces aides, qui sont minoritaires en réalité concernant la réalisation de nouvelles opérations de logement dans la région,
est-ce que ces aides vont à des opérations de logement sociaux, surtout très sociaux, ou est-ce qu'on choisit un peu différemment la destination de ces aides-là? Et il y a eu une doctrine de la part de Mme Pécresse de dire on combat les ghettos en arrêtant d'aider les opérations très sociaux là où il y a beaucoup de logements sociaux. Et on choisit plutôt d'aider des opérations de PLS intermédiaire ou PLI, donc de manière à ce que la population ne soit pas enfermée dans des poches de pauvreté et qu'on ouvre le logement social à un public plus diversifié, ayant des revenus meilleurs. Alors moi j'ai posé plusieurs questions qui touchent les questions d'évaluation de l'information concernant ce choix stratégique, parce que c'est un choix stratégique. Quelle est sa pertinence? On constate, je constate parce qu'il m'arrive de parler avec des élus, des collègues, y compris des opérateurs du logement social ou privé, et ce qui ressort, c'est que ces logements intermédiaires sont subventionnés, aidés, achetés par les opérateurs pour à peu près 40% plus cher que les PLAI qui sont des logements destinés à du très social. Et ces logements-là restent pour une durée indéterminée mais longue, inoccupés. Parce que la catégorie à laquelle ces logements sont destinés préfère, dans sa majorité, acheter son logement plutôt que d'aller en location dans ce type de logement. Un calcul économique simple que n'importe qui peut faire. Donc, à la fin du parcours, ces logements qui étaient destinés à la mixité, qui ont été achetés plus cher que les logements très sociaux, se trouvent être occupés par un public qui n'a pas les moyens de payer ses loyers, donc qui paye des loyers moindres, ce qui fait peser un poids supplémentaire sur les opérateurs du logement social, sur les collectivités et plus globalement sur ceux qui veulent bien régler le problème du logement en Île-de-France. Donc, j'ai demandé à avoir des éléments qui puissent nous montrer la réalité de ça, c'est-à-dire combien de logements intermédiaires sont dans cette situation d'attente inoccupée, vers quelle destination ces logements sont orientés, à quel prix ils sont réalisés et à quel prix ils sont achetés, pour essayer d'avoir quand même des éléments objectifs d'appréciation. Eh bien, ces données-là n'existent pas. C'est-à-dire, on a construit, dans l'échelle d'un territoire, une politique stratégique qui doit répondre à un besoin fondamental sans avoir des moyens d'une évaluation qui permettent de l'ajuster, parce que je ne crois pas à des plans sur la comète. Bon, effectivement, l'Europe dit 30 ans, ce qui est bien au-delà de la durée de vie normale d'hommes politiques. Heureusement. Heureusement. Donc, je ne crois pas à cette affaire-là, c'est-à-dire on ne peut pas savoir le monde qui sera dans 30 ans. Donc, forcément, qui dit plan, dit ajustement, évaluation, réévaluation des plans. Et pour cela, où sont les ressources d'information fiables, contradictoires, sur lesquelles on puisse poser des questions politiques et obtenir des réponses qui soient de nature à éclairer des choix. Voilà, je pense qu'il y a un vrai problème de ce type-là, qui va au-delà, là pour le coup, des différences idéologiques ou de sensibilité politique, mais qui pose un vrai problème d'outillage par rapport aux objectifs stratégiques des différentes institutions et en premier lieu l'État. Alors justement là-dessus, parce que l'exemple du logement est très parlant, mais il est aussi, c'est aussi le cas pour l'industrie. Justement, le Haut Commissariat au Plan va disposer de données très importantes, puisque pour bâtir une stratégie, il faut recueillir énormément de données pour pouvoir se projeter. Comment on rend
tout cela accessible finalement à tous, parce que pour savoir l'efficacité réelle sur l'industrie en fait d'une politique, il faut attendre très longtemps en fait, parce que c'est des temps longs. Peut-être faudrait-il avoir accès à ces données pour se faire aussi sa propre idée en fonction des outils, des éléments d'analyse que va disposer en fait le Haut-Commissariat au Plan. Bon, d'abord, ce qui a été dit est très important et très vrai. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans l'entreprise. On faisait des plans stratégiques. Alors peut-être pas aussi long terme que chez EDF, où là, il faut planifier la construction d'un réacteur à 10, 15, 20 ans, mais... Et on fondait effectivement notre réflexion stratégique sur des données, on débattait de manière contradictoire, on prenait une décision, on suivait l'exécution, et parfois, parce qu'il fallait changer de direction, à la marge, on changeait de direction. Et moi, je suis frappé par le fait que souvent, les décisions politiques sont prises sur des visions politiques, ça c'est très bien. Peut-être, enfin, il y a clairement des élections régionales bientôt. Votre vision du logement social et celle de Valérie Pécresse, je n'en doute pas, vont s'opposer. Vous allez en débattre et que le meilleur gagnera. Mais que derrière, notamment dans le logement, c'est 20 milliards d'aides par an de l'État pour un secteur qui a cruellement échoué, avec des mal logés, des problèmes de construction. C'est un des désastres de l'État français. Moi, je le dis comme je le pense. On a voté une loi, certains n'étaient pas d'accord, moi je la soutenais, qui s'appelle la loi Elan pour redynamiser la construction de logements sociaux, etc. On verra dans 5 ans si cette loi était bonne ou pas. Mais j'ai découvert, et notamment sur ce sujet de rénovation thermique, qu'on ne savait pas combien on avait vraiment de passoires thermiques en France. On a fait une étude, une fois, une enquête, on a demandé aux gens, on a dit voilà. Et on ne savait pas combien on en rénovait tous les ans. Et donc l'année dernière, Emmanuel Vargon avec Julien Normandie ont créé un observatoire de la rénovation thermique pour mesurer. Parce que si vous ne mesurez pas, vous faites du vent. Sur la transparence des données, une fois que vous les avez, effectivement, est-ce que vous voulez garder ou est-ce que vous voulez partager? Moi, je suis assez fan de la transparence absolue. Alors, il y a quelques sujets de sécurité nationale notamment. Je n'ai pas forcément envie que les codes de sécurité des centrales nucléaires soient connus et su de tout le monde. Mais on a besoin de rendre les données beaucoup plus transparentes. Là encore, Cédrico, ministre du numérique, fait beaucoup là-dessus. Il y avait des choses qui avaient été faites avant nous, notamment. La RATP donne plus de données qu'elle en a donné, les opérateurs. Mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, pour une entreprise, la data, comme on dit, c'est-à-dire les données qu'ils collectent auprès de leurs usagers, est une grosse part de leur valeur. Donc ils se la gardent jalousement. Donc il faut arriver, quand on est décideur public, à faire la part de ce qu'est la donnée qui concerne l'entreprise et de la donnée qui concerne le service public. Parce que ça, c'est un nouveau service public, celui de la donnée. Le plan, juste pour finir là-dessus, le plan de Jean Monnet, créé juste après la Seconde Guerre mondiale, c'était avant tout un lieu de consensus. C'était une organisation très légère, flexible, qui visait à réunir les partenaires sociaux, les élus, les intellectuels, autour des grands sujets de la France. Je pense que ça, c'est plutôt un exemple à suivre. Donc j'espère qu'on ne va pas créer un N+1 machin. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Plutôt resserrer, et notamment rassembler ce que vous disiez, France Stratégie, le CESE, c'est autre chose, pour avoir à la fois des gens intelligents, des bonnes données, de l'analyse et de la politique, ce qui manquait, pour éclairer les grands débats qu'on a sur l'avenir de la France. La stratégie énergétique, la globalisation, ce que c'est que le nouveau dialogue social au XXIe siècle. C'est quoi le paritarisme au XXIe siècle? Je pense qu'il y a un gros changement de paradigme par rapport à ce qu'on avait inventé en 1948 quand nos anciens en ont parlé. Donc il y a des vraies questions stratégiques qui se posent en France. Je pense qu'on a fait un choix et qui, je pense, est le bon pour incarner et mettre en place ce plan. Et ensuite, il faut effectivement que tout le monde y soit associé. Merci beaucoup. Pour élargir un tout petit peu notre propos, je vais m'adresser à vous trois sur un peu le même thème. On a parlé stratégie, on a parlé filière, relance. Il y a une question qui a émergé très fort à la faveur de cette crise, c'est la question de la relocalisation de nos forces de production. On s'est retrouvés très dépendants, avec une difficulté à produire en France, des masques, des respirateurs, tout ce dont on a eu besoin à un instant T et urgemment. Cette question de la relocalisation,
beaucoup en parlent, mais comment est-ce qu'on sort de l'incantation? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement relocaliser une industrie? Ça veut dire on rapatrie de Chine ce qu'on a envoyé là-bas? Comment voilà, une question un peu ouverte pour vous tous sur ce thème de la relocalisation. Sébastien, peut-être m'expliquer? Oui, alors si je me place d'un point de vue énergétique et vis-à-vis de ce que je représente, je suis plutôt inquiet par rapport à la politique qui est menée justement sur un État qui a décidé, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, de pouvoir redresser le pays et en se donnant les moyens finalement d'avoir une ambition énergétique qui lui est propre et donc développer des outils de production qui permettent de pouvoir répondre aux besoins, que ce soit pour les entreprises et que ce soit pour la population. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il se passe l'inverse, puisqu'il y a une réflexion qui est européenne. Et tout à l'heure, je parlais de la filière industrielle du nucléaire, mais je ne veux pas focaliser non plus que sur celle-ci, parce qu'on est attaché à un mix énergétique. Et dans notre mix énergétique, bien entendu que toutes les productions d'énergie ont leur place. La seule chose que l'on revendique, c'est une maîtrise publique. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, encore une fois, je prends l'exemple des énergies renouvelables, ce n'est pas le cas. Mais bon, la filière industrielle du nucléaire, on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, l'entreprise du service public investit en Grande-Bretagne, alors pas toute seule, hein, investit en Finlande, investit au-delà d'ailleurs des frontières européennes en Chine, et par contre, hormis l'EPR de Flamanville, qui est un prototype, et qui en effet, on l'avait, alors là pour le coup, la CGT à l'époque, bien prévenu que tout prototype nécessitait déjà, en termes d'investissement, de revoir les données, parce que quels que soient les prototypes et quelle que soit l'industrie qui développe des prototypes, il y a toujours, malheureusement, j'aurais tendance à dire, des difficultés techniques et économiques qui apparaissent. Pour autant, aujourd'hui, force est de constater que dans la recherche et le développement pour l'ingénierie, on ne donne pas les moyens de pouvoir réfléchir comment justement en France on pourrait développer l'outil de production énergétique, bien entendu, quels que soient les outils. Hein. Je ne focalise pas, mais j'ai pris l'exemple de la filière industrielle du nucléaire parce qu'on va se développer en dehors de nos frontières. Voilà, et on prend l'exemple de dire, oui mais attendez, Flamanville, regardez l'EPR, ça coûte cher. Et puis par rapport à ce qu'on avait prévu, on ne sait pas si ça va fonctionner. D'accord. Mais nous, on a pris les mêmes arguments pour dire, dans ces cas-là, faisons un retour d'expérience, analysons les problèmes et n'allons pas investir des millions, voire des milliards globalement dans le monde pour développer quasi les mêmes produits, alors qu'on est déjà en difficulté sur notre sol. Voilà. Et donc, moi, l'exemple que je prends là, il est concret. C'est qu'on a aujourd'hui en France une souveraineté énergétique qui est en train finalement de s'éparpiller. Pourquoi? Pour aller produire de l'énergie en dehors de nos frontières, parce que finalement le réseau est tel dessiné et câblé qu'on pourra demain répondre aux besoins en allant chercher de l'énergie en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne. Et concrètement, ça c'est une politique et une stratégie gouvernementale qui ne correspond pas à nous ce que l'on porte, pour le coup. Et c'est en cela que l'on dit attention. Parce qu'en abandonnant notre souveraineté énergétique, on ne crée pas des emplois, on abandonne l'industrie, quelles que soient les filières. Et donc ça nous interroge, pour le coup, je prends l'exemple de l'hydrogène, de la filière qui voudrait être développée dans le plan de relance. Ça pose des questions sur l'emploi, mais aussi des questions techniques. C'est à partir de quelle production énergétique on va demain produire l'hydrogène. L'énergie verte, nucléaire, les deux, une autre, à voir. Et puis c'est les conséquences finalement sur les autres filières. Et au-delà donc des 7 milliards qui sont mis sur la table, c'est quel investissement et stratégie à long terme dans une transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, désolé parce que je suis peut-être très énergie dans mes propos, mais je trouve l'exemple concret d'une perte de souveraineté énergétique pour moi, pour notre pays, et donc finalement l'abandon d'un service public et la réponse à l'intérêt général. Oui, Roland Lescure, délocalisation de l'investissement, relocalisation. Oui, mais sur l'énergie, moi je crois fondamentalement, et malheureusement là on ne sera pas d'accord, je pense qu'on n'y est pas assez, à une politique européenne de l'énergie. La souveraineté doit être européenne.
dans tous ces secteurs stratégiques, ou la plupart d'entre eux en tout cas, c'est vers l'Europe qu'on doit se tourner, parce qu'aujourd'hui, la compétition, face à nous, on a la Chine, les États-Unis, l'Inde qui est en train d'émerger, le Brésil. Quelle que soit la force de la France, on n'y arrivera pas si on renforce la coopération européenne sur tous ces secteurs stratégiques. Sur la souveraineté, qui est le mot à la mode, donc tout le monde en parle, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord sur ce que ça veut dire vraiment. Moi, une des inquiétudes que j'ai pendant cette crise sanitaire, où le besoin de protection n'a jamais été aussi fort, puisque vous avez peur de votre voisin qui risque de vous donner un virus, vous avez peur que vos enfants aillent à l'école pour les mêmes raisons, donc le besoin public collectif de protection n'a jamais été aussi fort. On parle de souveraineté, et très vite, certains en tout cas, s'orientent vers le protectionnisme. On va tracer un mur autour de la France et tout va bien se passer, on produira chez nous. Le problème, c'est que les murs, ils sont fermés dans les deux sens. Et qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, la France est aussi puissante parce qu'on a des industries d'extrême qualité, de produits de qualité produits en France qui s'exportent partout dans le monde. Les industries du luxe, oui, les maroquineries Louis Vuitton, ce sont des artisans, des ouvriers, des ouvrières d'extrême qualité formés en France qui fabriquent en France. L'aéronautique, qui traverse une crise historique, mais c'est la fierté française. L'automobile, l'agroalimentaire. Donc je suis un peu inquiet de ceux qui pensent qu'on peut fermer les frontières dans un sens en oubliant qu'elles vont aussi se fermer dans l'autre. Donc il faut repenser le commerce international, c'est sûr, mais ne pas oublier ça. Alors comment du coup on relocalise? Comment de manière très concrète on réintroduit de l'emploi industriel en France? D'abord, et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut arrêter d'être naïf. Pendant très longtemps, on a été extrêmement naïf. On va jouer les règles de la concurrence internationale, le marché va faire son travail, ça vous fait sourire que je dise ça, j'imagine, et tout se passera bien. Alors que face à nous, on a la Chine qui est clairement dans une logique de capitalisme d'État où les subventions directes ou indirectes sont très fortes, et les États-Unis, pas de capitalisme d'État, mais finalement énormément de subventions déguisées à l'alimentaire et à l'aéronautique en tout cas, et à l'automobile. Donc il faut rendre nos entreprises des règles du jeu justes face à leurs concurrents. Et la vraie injustice aujourd'hui mondiale, c'est le climat. En Chine, l'électricité est essentiellement encore produite avec du charbon, des énergies polluantes. Et quand elles arrivent en France, on ne leur fait pas payer le fait qu'effectivement l'impact de ces industries sur le climat sont bien plus importantes que celles qu'on a ici. On a une proposition très concrète, c'est la contribution sur le climat, qui est en fait une taxe aux frontières, que paieraient les exportateurs internationaux qui polluent plus chez eux que nos producteurs chez nous quand ils exportent. Donc il faut rendre de la justice au niveau de la concurrence internationale en taxant les émissions de CO2 par les industries qui le font beaucoup plus que chez nous, et puis rendre nos territoires plus attractifs. Alors ce n'est pas seulement la baisse des produits de production qui va y aider, mais je pense que ça va jouer. Aujourd'hui, il y a Tesla qui a annoncé qu'ils allaient construire leur principale usine de batterie au monde. Ils vont la construire en Europe, ils vont la construire à Munich plutôt qu'en France. La raison, les complexités administratives, il y a un millefeuille, il y a trop de monde qui décide, finalement on décide trop lentement. Les impôts de production, eh bien ça c'est des choses qu'il faut qu'on change, et là encore il faut qu'on le change tous ensemble. Avant juste, je vais vous donner la parole. Oui, vous vouliez réagir, Sébastien Ménesplier. Oui, vous vouliez réagir juste. Oui, d'abord, juste pour préciser, je ne suis pas un anti-européen, mais par contre, je pense qu'il y a, pour les États, pour moi, une volonté stratégique, justement, de ne pas tout mettre dans, on va dire, une gestion européenne. Et je reviens sur, pour moi, l'énergie, ce n'est pas une marchandise, c'est un bien vital. Et à partir de cela, je prendrai un exemple encore une fois, parce qu'en effet, on n'est pas d'accord, mais c'est le débat, sur le fait que l'énergie à la maille européenne, c'est quand même risqué. D'abord, on a vu quand même que la crise sanitaire, chaque État s'est débrouillé à la gérer. N'empêche qu'en France, on n'en a pas trop parlé, mais c'est normal parce qu'on a mis en avant ceux qui étaient, j'aurais tendance à dire, au front, à soigner les malades, et c'est logique que la santé ait mise en avant, mais quand même, on n'a pas eu de problème énergétique, heureusement. Heureusement. Sauf qu'une politique énergétique européenne, si aujourd'hui elle est dictée par des directives, soit on a tous la même ambition, et à la limite, pourquoi pas, soit finalement chacun fait comme il veut. Mais si chacun fait comme il veut,
finalement, pourquoi on laisse pas à l'État français mener sa propre politique énergétique? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on décide, pour lutter contre le réchauffement climatique, de fermer les centrales au charbon, pourquoi en Allemagne, la semaine dernière, on accepte l'ouverture d'une centrale au charbon qui est bien plus importante qu'un réacteur de 900 MW nucléaire en France? 9, hein, alors qu'à quelques kilomètres, justement, entre deux frontières, entre la France, en Lorraine, à Émile-Huchet, on ferme la centrale, et à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, on ouvre une centrale au charbon. Où est la cohérence européenne en matière de politique énergétique? Vous y comprenez quelque chose? Moi non. Par contre, ce que je suis sûr aujourd'hui, c'est que les salariés des centrales au charbon aujourd'hui, Cordemais avec le projet Ecocombust de brûler des pellets à la place du charbon, captage de CO2, à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, à Émile-Huchet, donc en Lorraine, eh bien, il y a des projets aujourd'hui portés par les salariés dans ces territoires et dont, excusez-moi, j'y reviens, le plan de relance ne met pas 1 euro pour les aider. Il y a quand même une incohérence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tyler Goskun, peut-être. Oui, sur la question que vous avez posée, plusieurs points. Un, je pense qu'il faut aider, c'est ce que vient de dire Sébastien Ménesplier, à empêcher que les entreprises industrielles et autres ne s'écroulent dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'hémorragie. S'il y a bien un secteur où il faut orienter les moyens dans l'immédiat, c'est cet objectif-là. Il y a effectivement aussi, et au niveau de la région, nous nous sommes battus autour de cette question-là, c'est le soutien apporté aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, auxquelles on peut apporter effectivement de nouvelles destinations et d'autres envergures d'intervention que ce qu'elles ont aujourd'hui. Puis sur la question de l'industrie, comment relocaliser l'industrie? Là, il y a plusieurs obstacles. Premier obstacle, c'est la peur de l'industrie sur les territoires. Quand les habitants et les élus ont la représentation de l'industrie telle qu'elle a existé il y a de ça quelques décennies, qui a marqué le XXe siècle, polluant, pas joli, je vais vraiment dans la caricature, effectivement, il y a des réflexes par rapport à cette question-là. Il faut le surmonter, cet obstacle, et donc il y a un vrai travail à faire pour montrer qu'est-ce que l'industrie d'aujourd'hui peut être dans un pays comme la France. Dans un pays comme la France, qui est l'un des pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde, le plus de gens qualifiés au monde, avec non seulement des écoles d'ingénieurs, mais à partir des secteurs de pointe, comme le nucléaire, qui a été cité, où en France, donc, nous avons des ressources en termes humains extrêmement importants. Sauf que ces ressources ne restent pas aujourd'hui en France. On a une vraie difficulté par rapport à cette question-là. C'est-à-dire l'État n'a pas forcément les possibilités d'intervenir à partir de ses compétences directes sur des questions industrielles, technologiques, etc. Par contre, l'État paye, c'est-à-dire à partir des impôts des citoyens, un système d'éducation nationale qui produit énormément de personnes qualifiées qui sont tout à fait les acteurs de ce secteur-là. Là, il faudrait imaginer toute une série de choses. En France, il y a énormément de bureaux d'études, par exemple, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et il n'y a pas un pôle public d'ingénierie qui permette d'intervenir d'une manière quantitativement importante et qualitativement de très haut niveau, qui permettent qu'il soit aussi bien en France qu'à l'extérieur, parce que l'industrie, ce n'est pas simplement l'implantation de l'industrie sur le territoire français, c'est aussi le renforcement des interventions des entreprises publiques ou semi-publiques ou privées à l'international. Effectivement, moi aussi, je pense que les frontières ne sont pas aujourd'hui effectives par rapport à ces questions économiques. Donc il y a des mesures fortes à prendre à partir de l'existant déjà, de manière à regrouper l'ensemble des moyens humains,
financiers et d'intelligence pour booster ce secteur-là. Non, c'est bon. Je crois que Je peux ajouter un petit truc juste? Allez-y. Parce que moi, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, j'ai vécu 10 ans au Québec, au Canada, où il y a énormément de Françaises et de Français, notamment de jeunes. Et moi, je suis très fier et très heureux que l'ingénierie française rayonne à l'étranger. Donc là non plus, je ne souhaite pas nécessairement, je pense que ce n'était pas l'objet du propos d'ailleurs, mais dresser des murs pour que nos ingénieurs restent chez nous. D'abord parce que quand ils partent, il faut rayonner les entreprises françaises, la culture française, la connaissance profonde de France. Ensuite, ils reviennent, la preuve, moi je suis revenu. Je ne suis pas ingénieur, mais quand même. Et donc, on a besoin, évidemment, que, fort de ces expériences à l'international, nos ingénieurs puissent revenir. Ensuite, on a quand même une ministre de l'Industrie, c'est une femme d'ailleurs, j'en suis très fier, Agnès Pannier-Runacher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ou une ministre dédiée à l'industrie, dont c'est exactement le job. Travailler avec les filières, travailler avec les régions, travailler avec les partenaires sociaux pour réindustrialiser la France. Il va falloir qu'on soit extrêmement volontariste, qu'on se retrousse tous et toutes les manches ensemble. Mais moi, je suis assez optimiste là-dessus. Évidemment, ça va être très difficile dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais il faut profiter de cette crise pour continuer à former les Françaises et les Français, réindustrialiser la France. Et ce qui a été dit est très important. Moi, j'ai visité une usine, une ancienne usine de Bosch à Villeurbanne. Donc Bosch, qui faisait des bougies diesel, avait décidé de se retirer. On a, avec les élus locaux, avec une entreprise locale, décidé de reprendre. Ils ont décidé de reprendre nos sites, de faire de l'industrie, de faire une chaîne de création de produits. Je l'ai visité, je m'attendais aux fourneaux et j'ai trouvé Apple, quoi. Enfin, je veux dire, une usine extrêmement moderne, extrêmement lumineuse, avec des gens heureux d'y être. Alors bon, des marquises sur la tête et des chaussons, des surchaussures sur les chaussons, mais les hauts fourneaux, c'est plus ça l'industrie. Et donc ça, je rejoins, il faut redonner envie de travailler dans l'industrie aux Françaises et aux Français. Alors, dans l'énergie aussi. Alors justement, Taylan Koskoun, vous l'avez abordé en répondant à l'instant. Cette réindustrialisation, elle passe par le fait de réconcilier les Français avec les usines. Ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il faut faire accepter le fait qu'il y ait des usines, que ce soit dans les villes, dans les campagnes. Aujourd'hui, c'est une vraie question, une vraie difficulté. Comment on peut faire en sorte que l'industrie devienne écologiquement et socialement responsable, malgré les contraintes financières des entreprises et aussi aux impératifs environnementaux? Et là-dessus, qu'est-ce que l'État, en fait, les collectivités, les salariés, les citoyens peuvent faire pour répondre à relever plutôt cet enjeu qui est déterminant? Il va ? Allez, je commence. Bon, je ne suis pas là pour vendre ma soupe, mais on a quand même fait pas mal de choses depuis qu'on a été élu, notamment dans la loi Pacte, sur la responsabilisation sociale et environnementale des entreprises, à laquelle je crois énormément, à laquelle la plupart des chefs d'entreprise croient également, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des clients, parce qu'ils ont des salariés, parce qu'ils ont des actionnaires, qui tous leur disent il faut que ça change. Donc on doit aujourd'hui, quand on crée une entreprise, petite, moyenne ou grande, s'interroger sur l'impact social et l'impact environnemental de son activité autour de soi. On a inventé le concept de raison d'être. Il faut que les entreprises adoptent des raisons d'être pour travailler avec leurs salariés, pour mieux définir leur empreinte, leur identité sociale et environnementale. Énormément d'entreprises qui sont en train de le faire. On a un sujet, je pense, très concret là, y compris surtout pour les autorités locales, autour du code des marchés publics. Et notamment, vous parliez de l'économie sociale et solidaire, mais plus généralement de l'économie responsable. Aujourd'hui, et c'est un sujet très complexe, parce qu'on se souvient des excès des années 80, qui ont conduit à avoir un des codes des marchés publics les plus stricts en France. Aujourd'hui, une entreprise qui est la mieux-disante, c'est-à-dire qui est moins chère que les autres, c'est très compliqué de ne pas la prendre quand vous faites un marché public. Derrière, moi j'ai parlé avec des maires, j'ai parlé avec des élus, il s'avère que parfois la moins chère, c'est pas forcément la meilleure et que du coup on paye en délai ou en surcoût ce qu'on n'a pas payé au départ. Et par ailleurs, tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale,
c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un truc, on leur demande d'en dire quelques mots là-dessus, en annexe, pour expliquer comment ils vont bien traiter leurs salariés, leurs clients et les petits oiseaux. Alors que ça doit être une part fondamentale, pour moi, d'un marché public passé. Et donc, on doit pouvoir, et entre nous, Scoop, on est en train d'y réfléchir, y compris avec le gouvernement, dans le cadre d'une loi qui arrive à l'Assemblée bientôt, qui est une loi de simplification, à la manière de mieux intégrer ces enjeux sociaux et environnementaux dans le code des marchés publics. Parce que sinon, on va continuer à faire le moins cher, rien que le moins cher. Si vous faites le moins cher, rien que le moins cher, vous ne serez sans doute pas le mieux disant. Alors, le sujet majeur, et j'arrête là, c'est la transparence du coup. Parce que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour éviter la corruption. Et il y en avait. Bon. Et donc, pour pallier ça, il faut renforcer de manière très forte la transparence des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs conflits d'intérêts potentiels. C'est fait pour les élus aujourd'hui. Ce n'est pas fait encore pour les gens qui sont dans les services, qui étudient les dossiers d'appel d'offres. Donc là, il y a un gros travail pour rassurer les Françaises et les Français sur le fait que si le prix n'est plus le seul critère de choix d'un marché public, on n'a pas pour autant la corruption qui rentre par la fenêtre. Thaïs Koskoun, là-dessus. Hein, Ouais, juste, je vais rebondir sur cette question-là parce qu'elle est effectivement importante quand on est aux responsabilités dans des collectivités locales, même au-delà. C'est que cette question des marchés publics où le prix prévaut sur toute autre considération est un vrai problème. La solution n'est pas simple. La solution n'est pas simple parce que ce n'est pas... D'abord, il y a toute une série de mesures qui sont de niveau européen, qui interviennent sur cette question-là. Et d'un autre côté, les sujets qui sont soumis à la décision des collectivités, les réalisations, demandent aujourd'hui un tel niveau de connaissance, d'expertise et de technicité que l'administration des collectivités n'est pas forcément en situation de pouvoir y faire face. Donc, souvent, c'est la parole des experts qui sont les candidats à ces marchés-là qui vient surplomber tout le reste. Donc se pose là aussi la question d'un vrai pôle public de compétences d'ingénierie qui soit au service et aux côtés des collectivités pour les aider dans ce type de décision à prendre. Et ça fait partie en réalité des attributs que peut avoir un État stratège. C'est-à-dire qu'il puisse intervenir avec des moyens et des compétences humaines et d'intelligence qui ne peuvent pas être réglés au niveau des collectivités territoriales parce qu'ils n'en ont pas les moyens d'apporter ce soutien. Aujourd'hui, on en est très loin. Donc il y a une vraie réflexion à développer autour de cette question-là. Sébastien Ménesplier, comment on fait en interne dans une entreprise justement pour rendre les usines en fait environnementalement bien, qui respectent des normes, même des normes même supérieures à peut-être ce qui existe aujourd'hui, les législations, et également au niveau social, comment on fait en sorte que... Parce que, par exemple, on l'a vu avec certaines usines qui ont eu, comme Lubrizol, par exemple, qu'il y avait aussi des manquements flagrants des chefs d'entreprise. Et les syndicalistes ont aussi un rôle de lanceur d'alerte dans ces moments-là. Bien sûr. D'ailleurs, je me demande si la disparition des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail est une bonne chose vis-à-vis justement de l'industrie. Pour prendre que cet exemple, et je pense qu'on a été un peu vite en besogne, parce qu'aujourd'hui, les CSE ont été mis en place, par l'application des ordonnances Macron à l'époque, et puis, on voit bien que ce qui a remplacé les CHSCT, c'est quand même très très loin des moyens qu'on pouvait mettre à disposition des représentants des salariés pour exercer leur rôle et l'activité liée à leur mandat au quotidien. Mais il faudra en tirer les conséquences et puis très certainement peut-être revenir à la raison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la France elle a besoin de réindustrialiser, de relocaliser des usines, des industries, tout en se dotant d'autorités finalement qui soient aussi garantes de la sécurité des installations
et de la sûreté de l'environnement finalement. Un peu comme on a dans le nucléaire avec le gendarme qu'on appelle l'autorité de sûreté nucléaire, mais c'est quand même un exemple important parce que comment finalement on arrive à développer une politique dans une autorité de sûreté nucléaire? Ben, c'est aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les Fukushima et puis Tchernobyl a permis quand même de pouvoir s'assurer finalement que d'année en année, de stratégie en stratégie, on puisse protéger l'environnement, donc la nature, les salariés et puis les concitoyens. Je pense que c'est faisable hein, dans l'industrie de manière globale. Et en même temps, se dire que peut-être qu'on doit se donner les moyens de redonner du sens finalement à certaines industries pour lutter contre le réchauffement climatique. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure sur on ferme les centrales au charbon, mais finalement on ne donne pas d'avenir aux salariés en termes d'emploi, mais on ne donne pas d'avenir aux sites industriels et c'est dommageable. Fermer une centrale au charbon, on a Porcheville dans le 78 qui n'est pas très loin, mais on a Vitry aussi. L'Île-de-France, elle est marquée, mais pas. Voilà, je veux dire, tout le territoire est marqué. C'est pour ça que je parlais des projets qu'on a développés en territoire. Donc, ce sont les salariés qui ont pris leur destin en main pour maintenir leur emploi et développer en fait une nouvelle source de production d'énergie verte, propre, appelons-la comme on veut. Mais simplement, quand on ferme une industrie comme une centrale au charbon, l'impact il est très important. Les emplois induits, c'est des dockers, des portuaires, des sous-traitants. Et puis c'est aussi des hommes et des femmes, parce que leur conjointe ou leur conjoint travaille à la centrale, qui sont dans un bassin d'emploi. Quand on a fermé Fessenheim aussi, c'est exactement ce qui s'est passé, la centrale nucléaire. Et du coup, je pense très sincèrement que finalement, fermer un site industriel, c'est douloureux. C'est certainement, même si c'est fait au travers d'une loi, le plus facile. Mais travaillons en amont sur l'avenir qu'on pourrait donner à ces sites, parce qu'ils sont implantés dans le paysage français. Et c'est dommageable quand même de dire, eh ben, allez, ces sites, ils ont plus aucun avenir, et puis on va les implanter ailleurs, autre chose. Voilà. Et donc du coup, au travers, comment dire, ces exemples, nous pensons, nous, qu'on peut donner une seconde vie, un second souffle, tout en luttant contre le réchauffement climatique et en ayant, comment dire, une ambition dans la transition énergétique. Oui, Roland Lescure, vous vouliez... Non, mais juste un petit point là-dessus, parce que nous, on est arrivés, les gouvernements précédents, notamment celui qui était juste avant nous, avaient dit « je vais fermer Fessenheim, je vais fermer les centrales à charbon » et n'avaient absolument rien fait pour le préparer. Évidemment qu'il faut préparer les transitions, évidemment qu'il faut faire de la formation. Il y a eu du travail de fait, je pense, dans les cas dont vous parlez. Il y a eu énormément de pression, d'ailleurs, y compris par les parlementaires, sur tous les bancs, pour que les salariés de Fessenheim, les salariés des centrales à charbon qu'on est en train de fermer, puissent être formés à des métiers d'avenir. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à produire de l'électricité par le charbon. Donc il fallait le faire. Le problème des politiques, c'est pas seulement de décider de voter une loi et de la mettre sur la tablette, mais c'est bien de s'assurer qu'on ait les moyens d'assurer ces transitions. Moi, je pense qu'on l'a fait et qu'on va continuer à le faire. Alors, comme le temps nous est compté, il est 16h28, on avait jusqu'à 16h30. Une petite question, un dernier tour de table en guise de conclusion. L'usine de demain, en quelques mots, à quoi elle doit ressembler et à quoi elle devra ressembler. Peut-être, Laurent Lescure, vous avez la parole, vous pouvez le garder. Roland, pardon. Elle est productive, hein, elle marche, elle est efficace, mais aussi elle est responsable. Impact sur l'environnement, impact sur la société. Elle est inclusive. Il faut plus de femmes dans l'industrie. Il faut plus d'accès aux travailleurs en situation de handicap. Il faut plus de jeunes. Et elle est durable. Elle doit s'inscrire dans la durée, permettre d'accompagner un territoire dans la durée. Et elle est française. Super. Sébastien Ménespillier, l'industrie de demain, elle ressemble à quoi ? Moi, je pense que l'entreprise de demain ou l'industrie de demain, il faut qu'elle ait une maîtrise publique. Il faut qu'elle assure à nos enfants un avenir, quels que soient les emplois qu'on pourrait développer dans ces industries. Il faut que ça soit une réponse aux besoins, donc pour l'intérêt général. Il faut aussi qu'on imagine demain qu'il y a dans l'industrie qu'on pourrait développer des services qui sont vitaux pour la vie des concitoyens. Et donc, j'insiste sur la maîtrise publique parce que
Ça nous permet de manière très démocratique de pouvoir, les uns et les autres, les élus politiques, les représentants des salariés, les employeurs, les directions, et puis pourquoi pas les usagers, discuter de stratégie, solidarité, investissement, et puis des choix, des fois aussi au niveau des tarifications, parce que de toute façon, il faut aussi l'aborder ce sujet-là. Et en effet, donc l'industrie de demain, je la verrai bien aussi avec une France qui se dote d'une éducation nationale qui soit en capacité de développer les métiers des besoins dans cette industrie. Et donc renforcer les qualifications par l'apprentissage de manière encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Parce que c'est quand même une voie très intéressante. Et pourquoi pas donner les moyens à ces industries de se doter de ses propres écoles, comme on a pu le faire par le passé avec EDF, GDF, qui avait ses écoles de métier, qui a formé qu'on construit ou formé des bâtisseurs de l'industrie nucléaire, hydraulique, thermique. Et ça, c'est un exemple franco-français qui, à mon sens, aujourd'hui, au XXIe siècle, a toujours raison. Merci beaucoup, Sébastien. Taylan Koskoun, Oui, de demain. Je pense que l'industrie d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on est dans une transition, est une industrie, d'une part, implantée localement et en même temps qui fonctionne en réseau, dans des connexions avec d'autres centres. C'est cette centralisation décentralisée qui nécessite d'ailleurs l'intervention d'un État stratège qui permette à ce que cette façon de fonctionner, qui est le propre de l'industrie telle qu'elle se développe aujourd'hui, qui a décroché par rapport à son passé en réalité au fur et à mesure. C'est là où l'intervention de l'État doit permettre à ce que cette façon souple, on va dire, de fonctionner en réseau ne devienne pas un moyen pour l'industrie de fonctionner à contrario des intérêts des citoyens, des intérêts du peuple, des intérêts économiques, sociaux et environnementaux. Donc il faut entre guillemets, un arbitre qui permette de maîtriser à ce que ce mouvement n'échappe pas ni au contrôle des citoyens, ni aux besoins réels du pays. Alors, merci beaucoup à vous trois pour ce débat qui était riche mais qui n'est pas terminé puisque je pense qu'il va se poursuivre très longtemps puisque tout reste à faire. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis sur la plateforme de la fête de l'humanité.fr et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, très heureux, à bientôt. Bonne chance dans ta campagne.